Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Patrick Merrigan qui nous parle de ses 35 ans d'implication en relation d'aide. Il nous parle aussi de perspectives communautaires en santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre amène son sujet, l'angoisse de la retraite. Notre invitée en début de deuxième demi est Valérie Roy. Elle est psycho-éducatrice auprès des adultes. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. C'est avec bonheur que j'accueille Patrick Merrigan. Bonjour Patrick. Salut Yvan. Ça fait pas d'hier qu'on se connaît. Ça fait longtemps. On a commencé l'émission Folie douce que vous écoutez actuellement, chers auditeurs, ensemble en 1991. On a fait les 5 premières années ensemble. On avait parti la première émission en 91, tu t'en souviens sans doute. À nos débuts, c'était plutôt les premiers balbutiements de tenter de faire quelque chose avec ce sujet-là très tabou qu'il est encore plus à cette époque-là. Oui, mais c'est drôle que tu m'en parles parce que justement, j'en discutais récemment avec mon fils qui a aujourd'hui 25 ans et il me questionnait justement sur les tout débuts de l'émission Folie douce. Okay. Je lui racontais un peu comment tout ça avait commencé avec des micros, un appareil pour enregistrer que j'avais emprunté, je pense, à un des membres de ma famille, mon beau-frère, je pense. Ouais. Et on avait les micros et tout, et on enregistrait ça au centre jeunesse où on travaillait. Donc, c'était vraiment, là, comme on dit en bon québécois, expérimental. Expérimental. Exactement. Puis c'est juste que le sujet de la santé mentale, en fait, j'ai réalisé ça, on en parlait un peu avant d'arriver en ondes. Si tu n'avais pas travaillé dans ce domaine-là, parce que tu ne te destinais pas à faire ça comme intervenant, non. J'aurais probablement pas eu l'idée de créer Folie douce puis de t'en parler. Donc, à quelque part, les choses de la vie ont fait en sorte qu'on se parle aujourd'hui après 32 ans d'existence, presque 32 ans de Folie douce. C'est extraordinaire, effectivement. Puis comme tu disais, non, je me dirigeais pas du tout vers un travail d'intervenant en santé mentale. Toi et moi, on a étudié en communication. Ouais. On était vraiment des gars de radio, comme on disait. Ouais. Et à un moment donné, une porte s'est ouverte dans ce petit centre, un 4,5 à Ville-Saint-Laurent. J'ai accepté ce poste, un peu comme on disait hors d'onde, non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Et puis là, justement, dans le livre, parce que là, je suis en train d'écrire un livre sur tu me disais ça. Cette belle histoire. En fait, c'est ma fille qui m'a inspiré, qui m'a dit « Dad, tu devrais peut-être raconter, parce que c'est intéressant, tu sais, tu voulais pas travailler en santé mentale, finalement, t'as accepté. » puis la vie t'a comme emmené là. Peut-être à l'intérieur de toi, tu avais déjà un peu le sens de l'aide, de l'entraide, là, ou quelque chose comme ça. Oui. Ça a peut-être répondu à un besoin sans que tu l'aies prévu à cette époque-là. Bien, tu sais que maintenant, surtout depuis la COVID, j'ai recommencé à faire du jogging. Hein? Ouais. Et quand on court, on a l'esprit très clair. On pense, c'est ça nous fait penser à des choses. Hein. Oui, et quand je pense à tout ça, à toute cette belle aventure, je me dis, ouais, c'est vrai, peut-être qu'effectivement, à bien y penser, parce que je retournais, quand on court, on retourne même dans nos années d'enfance et tout. Et dans le sport, parce que j'ai fait du sport aussi une bonne partie de ma vie, j'ai toujours eu cette espèce de qualité de leadership, d'encouragement de mes coéquipiers. Tu sais, j'abaissais jamais mes coéquipiers, j'étais toujours là pour dire... Un gars d'équipe, en fait. Tout le temps. C'est ça. Tout le temps. Et ça m'a suivi. Et même dans mon travail d'intervention, hein, même quand on arrive parfois, puis il y a une situation là, qui n'est pas jojo, là, qui n'est pas drôle, on se dit, bon, ben OK, on va travailler ensemble. Tu sais, moi, je suis encore une fois en équipe avec la personne que j'aide. On va encourager les troupes, là, ou en tout cas les individus. Oui, et ça m'a habité, mon Dieu, toute ma vie. Mais tu sais, quand tu es jeune, hein, tu penses pas à ça, tu dis, bon... mais là, j'approche mes 60 ans, là. Ouais, déjà. Donc, ça ne nous rajeunit pas, mon cher. Mais ça fait plus de 30 ans que tu travailles dans ce domaine-là. Veux pas, tu as quand même probablement passé la majorité de ta vie professionnelle avec des gens que tu aides comme intervenant. Oui. Quand je dis service communautaire aussi, on peut parler, bien, évidemment, 22 années en santé mentale, mais j'ai quand même fait 7-8 ans dans ce qu'on appelle les CAB, les centres d'action bénévole,
où on fait du recrutement de bénévoles. On aide les organismes à recruter des bénévoles. Et ça aussi, ça a été une belle expérience parce qu'à travers tout ça, je pensais à ça aujourd'hui, moi, j'étais responsable des entrevues. C'est drôle, on fait de la radio, mais là, j'ai interviewé des citoyens, qui voulaient... Sans micro. Voilà, qui entraient dans le bureau. Patrick, je veux faire du bénévolat. Ah, OK. Ouais, mais pourquoi? Ben, je veux donner sens à ma vie. Puis ça, j'ai entendu ça. Là. J'ai interviewé au-delà de au moins 1000 candidats. À peu près. Et puis souvent, ça revenait. Mais Patrick, je veux donner un sens à ma vie. Hein. Les gens ont besoin de s'engager, de donner un sens, comme on dit en anglais, a purpose in life. Que leur vie ait valu quelque chose. C'était ça, de ne pas avoir de regret, de dire j'ai passé une vie sur la Terre, j'ai essayé de faire mon mieux, puis j'ai trouvé un sens pour cette vie-là. Oui. Fait que là, moi, j'essayais de les guider vers une activité communautaire. Ouais. Ils vont pouvoir s'engager et faire du bien, se faire du bien à eux-mêmes. Et aussi aider la communauté. Fait que ça, j'ai fait ça pendant 7-8 ans. Okay. J'ai fait un petit peu comme tu sais, de radio communautaire dans une autre station de radio. On ne va pas la nommer. J'ai fait des émissions jeunesse, là aussi. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont inspiré aussi. On parle de Dans la rue avec le père Emmett John qui a fondé... Pops, qui était très aimé, très respecté dans la communauté avant son décès. Ah, c'était extraordinaire. Moi, j'assistais à ses funérailles. Hein. On m'a invité. Et puis, dans l'Église, d'un côté, il y avait les politiciens et de l'autre côté, c'était la population qui l'a aidé. Son monde. Oui, son monde à lui. C'est ça, les gens dans la rue. Là. C'était extrêmement touchant. Fait qu'il y a des personnages comme ça qui m'ont inspiré et qui ont fait que, bon, tu sais, j'ai persévéré et 35 années plus tard, je ne veux pas dire que c'est la fin, mais je peux quand même dire sur les ondes que mission accomplie. Jusqu'à un certain point. Oui. Jusqu'à présent, en tout cas, tout ce que tu as fait. Oui. Et je pense que je serais prêt à continuer un autre, peut-être 5-10 ans, mais il faut être réaliste aussi. Quand on travaille en relation d'aide, comme tu sais, comme tu en as interviewé des gens qui travaillent dans ce milieu-là, il faut faire attention, il y a comme un essoufflement aussi qui se produit. Oui, parce que c'est quand même prenant, là. Veux pas, tu peux ne pas t'attacher aux gens, mais il y a toujours un petit lien quand même, quelque part. Il faut que tu sois capable de décrocher quand tu arrives chez toi, mais en même temps, on ne fait pas affaire avec des choses, on fait affaire avec des humains, là. Fait que c'est... Tout à fait. Et tu parlais tantôt qu'effectivement, on ne rajeunit pas, genre 60 ans en 2023. Et... maintenant, j'ai eu 3 enfants, j'ai une belle famille, mais là, j'ai aussi des petits-enfants. Fait que là, je suis grand-père. Ouais. Alors, je veux voir mes petits-enfants le plus possible. Hein, et je pense que c'est le temps aussi que je consacre du temps à eux. Parce que j'en ai beaucoup consacré aussi dans la communauté, aux gens que j'ai tenté du mieux que je pouvais d'aider. Ouais. Mais là, c'est ça. Je dois me tourner, me consacrer un petit peu plus vers ma famille. Et cette année, en 2023, parce que c'est aussi pour ça qu'on t'interviewe, en fait, c'est la ressource pour laquelle tu travailles depuis quand même longtemps, 14 ans, je pense que tu disais. J'ai jamais fait autant d'années, Yvan. En continu, dans les 35 ans, c'était même endroit. 7 ans, 8 ans, 7 ans, tu sais. Fait que là, 14 ans chez PCSM, qui veut dire... Perspective communautaire, santé mentale. Et ça fait 14 ans cette année. Et ça fait 1 an et demi à peu près que là, je suis à la co-direction. En fait, donc, je travaille beaucoup moins sur le terrain. Oui. J'ai encore... Parce que tu as fait beaucoup de terrain. Tu accompagnais différentes personnes. À Perspective communautaire, là aussi, ça fait 35 ans cette année qu'on fait du suivi communautaire. Donc, des personnes qui ont vécu, qui vivent avec une problématique. Et quand on reçoit... des appels, des références, soit des CLSC, des hôpitaux ou autres, on nous demande si on peut leur jumeler un intervenant. Et malheureusement, actuellement, et ça, si on retourne, tu parlais des tout débuts en 88, quand j'ai commencé, les listes d'attente, ça n'existait pas dans le milieu communautaire. Il y avait pas mal de personnel, les gens étaient là, ouais, plus qu'aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, imagine-toi pour assigner
un intervenant, quelqu'un qui viendrait cogner chez nous, par exemple, ben c'est entre 6 et 8 mois. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de financement, ou très peu. Très peu. Aujourd'hui, il y en a plus, mais il y a moins de monde. Alors, tu sais, on a comme il aurait fallu avoir le financement d'aujourd'hui autrefois. Là, tout le monde aurait été heureux. Il y a quelque chose, mais des fois, quand je parle avec des directeurs ou autres d'autres institutions, que ce soit CLSC ou autres, ben eux, la liste d'attente est encore plus longue. On parle presque une année d'attente. Okay. C'est quand même incroyable. Non, c'est pas dans un an que tu as besoin d'aide, c'est maintenant. C'est ça qui est dommage. Hein? C'est maintenant. Fait qu'il a fallu innover, et à perspective communautaire, c'est ça. Alors maintenant, on a des groupes d'entraide. On est obligé de, quand les gens appellent, ils disent, ben OK, mais voulez-vous participer, vous joindre à un groupe d'entraide, un groupe de support? OK, parfait. Fait qu'on a des groupes tous les jours. Les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes, au moins, c'est ça? Non? Exactement. Et aussi, on a des activités sportives. Mais là, c'est sûr que c'est mon influence. Là. Oui, bien sûr. Tu as fait du sport. Tu as à peu près tous les sports, hockey, baseball et tout. Fait que c'est sûr que... J'en ai fait pas mal. Puis comme tu disais, tu as un peu l'esprit d'un coach, là, quelque part. Fait que ça doit plaire aux gens qui veulent faire du sport. Oui, ça m'a beaucoup aidé, Yvan. Puis c'est ça, j'essaie de développer toutes sortes d'activités sportives. On a des camps d'hiver, des camps d'été. Donc, on travaille fort, comme tous les organismes communautaires que tu as interviewés. On fait beaucoup avec peu. Et c'est une ressource qui est située plus dans l'ouest de l'île de Montréal, tu sais, c'est ça, hein, je pense, qui couvre un peu le secteur ouest. Hein? Oui, non, c'est ça. Nos clients, les gens qu'on dessert, si on regarde l'ouest de l'île, le lac Saint-Louis, là, par exemple, on parle de Dorval jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. C'est quand même, jusqu'au bout de l'île, finalement, ouest. Là, oui. C'est ça. Après ça, on tombe à l'île Perrault. Parce que la plupart des organisations, tu sais, sont pas dans un secteur, sauf que physiquement parlant, c'est difficile, quelqu'un qui viendrait de l'Est pour se rendre, à part s'il y a un véhicule, puis encore, c'est quand même assez loin. Alors, c'est pour ça que votre clientèle est plus, je pense, concentrée dans l'Ouest. Là. Oui, et tous nos intervenants, bien sûr, sont mobiles. Donc, pour travailler chez nous, ben ça prend une voiture. Il faut avoir un permis. Ben oui. Pas de permis, ça marche pas. C'est un peu difficile. Un des critères. Il faut beaucoup de kilométrage chaque semaine. Ouais. Mais, et ça, j'en suis très fier. Après les 35 années, on reçoit beaucoup de témoignages de gens qu'on a aidés dans le passé et qui aujourd'hui témoignent de leur reconnaissance. Et c'est ce qu'on va essayer de souligner lorsqu'on va fêter les 35 ans. Les 35 ans. De PCSN. Là. Voilà, d'avoir tous ces... Évidemment, pas tout le monde, mais d'avoir quelques gens qui vont venir témoigner de l'aide qu'ils ont reçue et de reconnaître aussi le travail de tous ces intervenants. Et je sais qu'il y en a plusieurs, il y en a peut-être qui écoutent actuellement, qui font un travail colossal. On les salue. Oui, on les salue et si ce n'était pas de toutes ces personnes qui consacrent toute leur énergie, en tout cas. Beaucoup de soi-même. Beaucoup de soi-même, c'est exactement. Je pense qu'il y aura encore plus de gens en difficulté. Oui, il nous reste à peu près 30 secondes, ça va vite. Patrick. Ça va très vite, surtout quand on parle de sujets aussi intéressants. Mais pour trouver... Vous êtes un peu partout sur les réseaux sociaux. J'imagine est-ce qu'on cherche juste PCSM, puis on va vous trouver que ce soit Facebook, Instagram et tout, là? Exactement. PCSM, on cherche ça. Vous avez certainement aussi un site web, là. Aussi. Qui veut dire encore les 4 lettres? Perspective communautaire, santé mentale. Et voilà, comme tu dis, on est facilement... partout. Et pour en savoir plus à ce moment-là, pour avoir des services ou carrément voir ce que vous faites, c'est fort intéressant. Merci Patrick d'avoir été là. Patrick merci Yvan. Puis on va se revoir certainement. On va se reparler. Toujours agréable de te recevoir en studio. Merci. Merci. Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors Pierre, aujourd'hui, ton sujet, l'angoisse de la retraite. Oui, l'angoisse de la retraite, un sujet qui va toucher tout le monde tôt ou tard. Remarque que ce n'est pas notre cas, nous, avant très, très longtemps. Non, même pas. On aime ça, ce qu'on fait. Fait qu'on ne prendra jamais notre retraite. Probablement. On verra bien, mais effectivement, ça touche beaucoup de monde. Oui. Alors, oui, j'ai précisé, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet, comme toujours, sur un site qui a pour nom boomgeneration.com. C'est un article qui s'appelle « Comment trouver le bonheur quand on a peur de la retraite ». Et c'est écrit par l'équipe, en fait, de Boom Génération. Alors, on nous dit... Olivier a la soixantaine fringante. C'est un actif dans l'âme. Il aime bien son travail, même si avec l'âge et les années d'ancienneté, on l'a mis à un poste plus cool, plus routinier, avec moins d'innovation et d'adrénaline à la clé.
Olivier a pris conscience que 3 mois plus tard, il allait quitter son entreprise. Il était là, tranquille, sur un tapis moelleux, et on allait le lui tirer sous les pieds. Il avait le sentiment de se casser la figure. La retraite était la mauvaise blague de sa carrière professionnelle. Pendant des décennies, Olivier avait un endroit où aller chaque jour, son bureau ou ses rendez-vous clients. Il avait un agenda bien rempli avec des clients et des employés qui comptaient sur lui. Il avait un but, une direction. Sa vie avait du sens. Et avec la retraite, tout s'écroule. Olivier n'est pas un cas unique, loin de là. On dit qu'un sexagénaire sur 3 a une période de doute après avoir soufflé ses 60 bougies. C'est à la fois l'heure du bilan et le moment de se demander ce que l'on va faire de sa vie d'après la vie professionnelle. Sonia, compagne d'Olivier, nous dit « Je suis enseignante depuis plus de 30 ans. Dans 1 an, je serai à la retraite et j'ai peur. Peur de cette inactivité soudaine, peur de la coupure sociale, peur de ne pas savoir quoi faire. Je connais peu de monde dans la région où j'ai été muté. Mon compagnon part à la retraite avant moi. Mes enfants sont grands, ma petite fille va à l'école. J'évite d'y penser parce que ça tourne au cauchemar. » Peux-tu me dire, Pierre, ça date de longtemps, cet article-là? Ouais. C'est un article qui est paru en 2020. OK, parce que j'ai comme l'impression, sans avoir une boule de cristal, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir de moins en moins de gens qui vont partir à la retraite. En tout cas, parmi ceux que tu mentionnes, tu sais, des emplois style enseignant ou un peu ce qu'on fait, j'ai l'impression que les gens vont comme rester plus parce qu'ils se rendent compte qu'ils vivent plus tard. Ouais. Puis ce sont plus des métiers très physiques. Tu sais, Oui, ça, c'est vrai. Oui, il y en a de plus en plus des gens qui veulent prolonger leur vie professionnelle. Puis le gouvernement aura peut-être pas le choix de garder certaines personnes. Je pense qu'on parlera peut-être moins dans l'avenir de ça. En tout cas, il faudra voir. On verra, oui. Alors, on nous dit Olivier et Sonia ne sont pas très originaux. Leurs angoisses sont assez largement partagées. Parfois, c'est très violent. Souvent, ça l'est moins. Pourtant, changer de vie, passer d'une vie structurée et bien remplie, à quoi, au fait? L'angoisse est là, au creux de l'estomac. On n'ose pas en parler car ce n'est ni rationnel ni cohérent. Olivier, par exemple, a très envie de tourner la page. Certes, il est très performant dans son nouveau poste, mais il n'a plus la motivation d'antan. Il est dans la routine. Mais comme il a le ventre noué en pensant à la retraite, il déclare à qui veut l'entendre que son travail lui plaît, qu'il n'est pas encore un vieux crouton et qu'il peut continuer encore longtemps. Pourtant, il soutient les revendications de la retraite à 60 ans. Tout cela est finalement assez confus, mais l'anxiété est bien présente. Les enquêtes montrent que, à l'orée de la retraite, les inquiétudes sont nombreuses et finalement pas très variées. Les 4 mêmes sources principales d'angoisse avant et 2 autres qui apparaissent quand commence la retraite. Premièrement, tout d'abord la question financière. 79% des presque retraités ont peur de ne pas avoir un revenu suffisant quand ils seront à la retraite. Chacun a bien conscience que son revenu va baisser d'un cran. Les projets de voyage ou de travaux de rénovation dans la maison risquent d'en prendre un coup. En revanche, les autres peurs, et elles ne manquent pas, vous pouvez les surmonter. Il suffit de vouloir le faire et de vous en donner les moyens. Deuxièmement, la peur de l'ennui et du désœuvrement. Olivier le dit clairement, il ne saura pas ne rien faire. 49% des futurs retraités ressentent cette inquiétude à l'idée de quitter le monde du travail prochainement. Sonia, enseignante, a une année toujours bien organisée avec les temps de classe, les petites vacances et l'été avant la rentrée des classes. Et tout d'un coup, tout cela va disparaître. Le temps va s'effondrer. En fait, la question qu'il devrait se poser est comment et par quoi remplacer l'activité principale qui structurait leur temps jusque-là? Oui, c'est ça. On n'a pas l'impression que les gens, en fond, ils ont une structure dans leur vie, mais c'est difficile de casser cette structure-là puis de se réinventer un peu. Oui, justement. Ouais. Troisièmement, il y a la peur de devenir inutile. Devenir socialement inutile angoisse 1 personne sur 2. Il s'imagine en rebut de la société, mis au banc, rejeté comme un vieux machin qui ne sert plus à rien. La société du jeunisme y est bien pour quelque chose. Être du moins
paraître jeune. Voilà ce qui est valorisé. La vieillesse, ce n'est pas beau, c'est triste, ça fait peur car cela nous rapproche de l'étape ultime. N'ayons pas peur, disons le mot, cela nous confronte à la mort. Le mot retraite serait l'antithèse de la fontaine de jouvence. Il faut s'acharner à trouver un autre mot pour parler de cette nouvelle période de la vie et chasser le démon du retrait. Oui, c'est vrai que le mot, il devrait y avoir un autre mot, effectivement. Oui. Quatrièmement, il y a la peur de l'isolement et de la solitude. Sonia parle plus sobrement de coupure sociale. Autrement dit, elle a peur d'être coupée de ses collègues et autres personnes de son milieu professionnel. Ne plus les côtoyer, ceux qu'on aime bien et ceux qui nous laissent indifférents et même ceux que l'on déteste. Ne plus voir toutes ces personnes, c'est bien être en retrait, c'est rester seul. Et c'est effrayant. Au Québec, selon le journaliste Daniel Germain du Journal de Montréal, en 2000, 936 000 Québécois touchaient une rente de retraite du Régie des rentes du Québec. L'âge moyen du bénéficiaire était d'un peu plus de 71 ans. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et je vais revenir un peu plus tard. Tu vas prendre une courte retraite pendant la pause. Exactement. On continue tantôt à l'Espresso allongé. Merci. À venir dans l'émission, notre invitée est Valérie Roy, psychoéducatrice auprès des adultes. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « L'angoisse de la retraite ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, première émission radio francophone sur la planète démystifiant la santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Ici Nancy Audet, marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Vous écoutez l'émission Folie Douce. J'accueille maintenant mon invité Valérie Roy. Bonjour Madame Roy. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie Douce. Merci beaucoup de votre accueil, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Vous êtes psychoéducatrice. On va essayer de démystifier ce que c'est une psychoéducatrice, spécialement auprès des adultes. Tu sais, on a souvent l'impression qu'une psychoéducatrice, c'est pour les enfants, mais effectivement, il y a un rôle important à jouer chez les adultes qui ont différentes problématiques. Comment vous pourriez nous décrire d'abord ce que c'est la psychoéducation? Oui, bien en fait, pour devenir psychoéducateur, actuellement, il faut être détenteur d'une maîtrise universitaire et être également membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec pour obtenir un permis de pratique. Oui, et en gros, ça le dit, là, le mot là, éducation psychologique, etc., mais comment on pourrait le définir de façon claire et précise pour les auditeurs? Si on avait quelques mots pour décrire ce que c'est un psychoéducateur, comment on pourrait dire ça? Oui, bien en fait, effectivement, le côté éducateur fait qu'on va enseigner en fait des nouvelles façons de faire, des nouvelles stratégies d'adaptation à nos clients. Donc, la psychoéducation, c'est une profession qui se spécialise dans les problèmes d'adaptation et le développement de nouvelles capacités adaptatives. Mais ça, en gros, plus clairement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on va regarder vraiment beaucoup l'aspect réactionnel d'une personne quand ils vont vivre des stresseurs. Donc, si à un moment donné, une personne va vivre une situation X où là, elle se met à changer de réaction habituelle, elle ne se reconnaît plus trop dans ses comportements, dans sa façon de voir les choses. Il y en a même qui ont tellement de la difficulté à s'adapter à des stresseurs que leurs réactions peuvent leur nuire, par exemple, et c'est là qu'on va tomber plus dans la sphère des problèmes d'adaptation avec d'autres symptômes qui peuvent s'ajouter par-dessus. Et c'est pas quelque chose que... Est-ce que vous pourrez nous corriger si c'est pas le cas, mais est-ce que ça me semble que c'est quelque chose qui est quand même assez récent? Tu sais, surtout au niveau adulte, il me semble qu'on entend souvent parler de ça dans le milieu scolaire ou dans certains milieux, mais il me semble que pour adultes, je ne sais pas si ça fait longtemps qu'il y a des approches puis que vous-même, vous travaillez avec des adultes, mais il me semble que c'est récent.
Bien, la psychoéducation, ça fait quand même un certain temps que ça existe. C'est né au Québec dans les années 70, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis, effectivement, ça a été élaboré au Québec pour la clientèle jeunesse. Donc, c'est pour ça qu'on est davantage associé avec les jeunes, mais c'est vraiment au fil du temps. Je n'ai pas vraiment de date précise à vous donner, mais c'est vraiment au fil du temps puis de l'évolution de la profession qu'on a pris tranquillement pas vite notre place auprès de la clientèle adulte et démontré notre côté essentiel comme expertise auprès de cette clientèle adulte, parce que même en tant qu'adulte, ça nous arrive des fois d'être décontenancé dans certaines situations, d'avoir l'impression de perdre nos moyens, de se sentir impuissant, de ne plus savoir quoi faire. Donc, oui, on est davantage associé auprès des enfants. Moi-même, quand j'ai commencé à pratiquer la psychoéducation en 2017, j'ai commencé auprès de la clientèle plus jeune parce qu'évidemment, j'étais davantage associée aux enfants. Mais tranquillement, pas vite, ça va faire quelques années déjà que je me spécialise vraiment à 100% auprès de la clientèle adulte. Et vous me disiez, je pense, vous m'écriviez qu'il y a 5000 membres répartis. C'est au Québec, ça, des psychoéducateurs? Oui, exactement. On est quand même un gros ordre professionnel. Et c'est dans plusieurs milieux, finalement. On disait tantôt les milieux scolaires, il y a évidemment le milieu communautaire, mais il y a d'autres milieux. Des fois, on ne se doute pas souvent où est-ce qu'on peut les trouver, mais il y en a quand même beaucoup à travers le Québec. Oui, exactement. Quand on regarde sur le site de notre ordre, dans le fond d'ailleurs, l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, on peut voir qu'on est majoritairement répartis dans le réseau de la santé et des services sociaux. Également, comme on le sait bien, les milieux scolaires, mais aussi la pratique autonome, telle que moi je pratique présentement, et les milieux communautaires. Donc, on se retrouve quand même dans la majorité des milieux dans le domaine de la santé et des réseaux sociaux. Oui, Madame Roy, c'est toujours intéressant d'avoir un exemple concret. On parle de problèmes d'adaptation, spécialement pour les adultes. Êtes-vous capable de nous donner un exemple pour mieux faire comprendre aux auditeurs? Oui, absolument, parce que c'est ça, des fois, on dit qu'on en parle souvent dans notre quotidien, j'ai de la misère à m'adapter à ci ou à ça, mais concrètement, quand ça s'insère dans un champ de pratique d'une profession, là, tout d'un coup, l'utilité ou l'image qu'on se fait de l'adaptation est un peu moins claire. Ouais. Donc, un exemple que j'aime bien utiliser en santé mentale adulte, c'est un classique dans la sphère du travail. Donc, on prend par exemple, ça c'est une citation qui revient souvent dans ma pratique, là, l'arrivée d'un nouveau collègue avec qui on doit étroitement travailler. Donc, au début, on utilise, par exemple, nos mêmes stratégies d'entrée en relation habituelle. On essaie de communiquer de la même façon, d'entrer en relation avec ce nouveau collègue-là, de l'accueillir, mais pour des raisons qui nous échappent. Des fois, ça peut être des fits de personnalité, des fois, ça peut être des historiques de la personne qu'on connaît pas vraiment. Bien là, tout d'un coup, ça ne marche pas pantoute. Avec ce collègue-là, on a beau essayer, ça clique juste pas. Puis là, maintenant, on vient que, OK, nos façons de faire habituellement avec les autres collègues ne fonctionnent plus avec lui. Donc là, ce que ça fait, c'est qu'on vient que, bon, on essaye des nouvelles stratégies pour s'adapter à l'arrivée de ce nouveau collègue-là. On essaye de moduler un peu notre routine, notre quotidien au travail, mais ça marche toujours pas. Le fit ne fonctionne pas à un point où ça commence à devenir un irritant, là. On commence à anticiper de le croiser dans les corridors. On commence à anticiper de voir, à lui parler d'un dossier. Il y a de l'anxiété qui commence à monter de cette situation-là. Et c'est là qu'on commence à voir s'installer un peu plus des difficultés d'adaptation. Là, tout d'un coup, on va devenir irritable. Des fois, quand on va le voir, on va y parler plus sec. Puis on se dit, voyons, on ne parle jamais comme ça d'habitude. On commence à avoir des fameuses réactions qu'on ne reconnaît pas. On est un peu victime également de notre façon de voir la situation. Nos pensées sont teintées de perceptions négatives de ce collègue-là. On anticipe aller au travail. Et ce qui peut arriver des fois, c'est quelque chose qui commence, une situation problématique qui commence dans un milieu de vie, comme dans cette situation-là qui est au travail, bien, ça peut, si ce n'est pas résolu, se propager dans d'autres sphères importantes de vie. Donc, tu sais, à force d'avoir nos fameux conflits avec le collègue, ça escalade, on commence à dénoncer au patron, le patron prend parti pour le collègue ou décide que lui, il ne s'en mêle pas, c'est entre vous deux que ça vous regarde. Mais là, on devient tellement à bout qu'on commence à ramener ça à la maison. Puis là, on ramène ça à la maison. Puis on se plaint à notre conjoint ou à notre conjoint du maudit collègue qui vient d'arriver puis avec qui on n'est pas capable de s'entendre puis qu'on ne sait plus quoi faire puis qu'on est tanné puis qu'on commence à remettre notre job en question. Puis
Puis là, le conjoint, la conjointe commence à pas trop savoir comment vous aider. Et ça peut devenir une source de conflit entre vous. Surtout, évidemment, dans le contexte où l'État et votre conjoint, votre conjointe, si elle-même vient un stresseur, ça vient s'ajouter. Ça peut être une source où là, on commence à, présenter des difficultés d'adaptation dans le couple. On ne sait plus trop comment se parler. Nos stratégies habituelles ne fonctionnent plus. Et là, ça peut se propager également avec les enfants. On devient plus tendu parce qu'on revient du travail, on est irrité, puis là, les enfants viennent nous assaillir de leurs demandes. Donc, c'est là qu'en psychoéducation, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne travaille pas uniquement avec le client. On évalue, oui, les facteurs de risque et de protection, donc ses forces, mais les éléments à travailler chez le client, mais on regarde aussi tous ces milieux de vie et les personnes avec qui il y a le plus d'interaction, pour voir comment ça se passe et les contextes de chacun aussi. Donc, ça prend quand même une bonne expérience de vie, tu sais, en tant que vous-même, en tant qu'intervenante, vous devez penser à tout ça, là. C'est tout le cercle aussi, c'est pas juste le petit problème qui devient gros, là. En fait, c'est tout ce que ça a comme répercussion, en fait, autour de la personne. Exactement. On appelle travailler en psychoéducation, on est vraiment reconnu pour travailler donc en systémique, d'évaluer toutes ces fameuses sphères de vie-là. Et notre but ultime, en fait, en évaluant toutes ces sphères-là, c'est de pouvoir faire des recommandations hyper personnalisées et contextuelles. Donc, on ne fera pas les mêmes recommandations à une personne. Si je reprends ma situation avec le collègue, on ne fera pas des mêmes recommandations de réaction à adopter si finalement il y a une super bonne relation avec le patron qui est hyper compréhensif puis qui a un leadership fort. Bon, ben on va recommander à notre client des stratégies d'adaptation en fonction de ce contexte-là. Tandis que si, au contraire, le patron est plutôt désengagé ou il y a déjà comme une petite tension puis des difficultés de relation entre notre client et son patron, ben nos stratégies d'adaptation vont être différentes également. La même chose à la maison en fonction du contexte du conjoint, de la conjointe. Si c'est une personne qui est hyper empathique, chaleureuse, ben on va conseiller à notre client des façons de faire ou d'utiliser cette belle force-là. Si à l'inverse, la personne est elle-même hyper stressée, ne sait pas trop gérer ses émotions, ben on va recommander à notre client d'être peut-être plus clair dans ses besoins pour être capable de s'exprimer avec son conjoint, sa conjointe, sans que ça escalade. Oui, c'est tout un défi, mais c'est intéressant aussi. J'imagine que vous aimez beaucoup votre travail parce qu'il y a quand même des défis, puis on aide les gens, là. On le voit avec un petit problème. Tu sais, dans le fond, cette personne-là aurait jamais dû être engagée, finalement. Il y a un paquet de problèmes qui en découlent. C'était ça la solution, mais là, c'est trop tard, il est engagé. Oui, exactement. Ouais. Mais si on veut, si les gens veulent consulter, parce qu'on tantôt, on donnera l'adresse, en tout cas, comment trouver. Vous faites des mini-vidéos, justement, pour expliquer différents sujets, justement, dans votre domaine de psychoéducation. Mais si les gens veulent avoir de l'aide ou à consulter un psychoéducateur, on peut s'informer où, en fait? Oui, effectivement. Dans le fond, ce qu'on peut faire, chaque personne peut soit contacter leur accueil psychosocial. Toutefois, je me suis informée auprès de certains collègues, pour ceux qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux, donc les milieux publics, comment rejoindre les psychoéducateurs, mais c'est l'accueil psychosocial qui va davantage évaluer vos besoins et, selon leur évaluation, va vous référer ou non à un psychoéducateur. Par exemple, les CLSC, là, par exemple? Oui, exactement. Tandis que pour trouver un psychoéducateur plutôt en pratique autonome, en travail privé, bien, il y a le répertoire de la pratique privée sur le site de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Donc, on peut effectivement trouver un psychoéducateur en fonction de sa région, en fonction de sa problématique particulière ou de l'approche même qu'on souhaite que le professionnel aille. Ou sinon, carrément dans le milieu de travail. Sûrement qu'il y a certains milieux de travail qui offrent on parlait tantôt d'un cas de milieu de travail. J'imagine que ça s'offre en milieu de travail. Oui, des fois, on va retrouver les psychoéducateurs qui vont prendre, par exemple, des clients dans le cadre de programmes d'aide aux employés. OK, c'est ça. C'est intéressant. Il reste environ une minute, Mme Roy. Ce serait bien d'indiquer aux auditeurs à quel endroit on peut... ça fait quand même un certain temps que vous faites des mini-capsules sur différents sujets, mais qui ont rapport à la psychoéducation. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Moi, j'ai décidé de faire ça simple partout. Donc, vous tapez Valérie Roy, psychoéducatrice, et vous allez pouvoir me retrouver sur YouTube, sur Facebook, LinkedIn, Instagram.
Mon idée de ma chaîne YouTube est vraiment de donner un peu à la fois des conseils généraux, mais aussi comprendre et illustrer quel genre d'intervention on peut faire en psychoéducation. Mais évidemment, les réseaux sociaux, c'est des conseils généraux et ne remplaceront jamais une évaluation puis des interventions personnalisées. Oui, ça permet de démystifier la chose puis de dire que ça existe, mais dans le fond, si les gens veulent aller plus loin, on a donné tantôt un peu les moyens d'y aller. Donc, merci beaucoup, Valérie Roy, psychoéducatrice, d'avoir été des nôtres et bonne continuation. Merci beaucoup, c'était un vraiment plaisir. Merci, c'était très, très plaisant. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous êtes à Folie douce, parce que la santé mentale nous concerne tous. De retour au micro avec le sujet commencé plus tôt, l'angoisse de la retraite, ce qui ne nous angoisse pas personnellement, Pierre et moi. Non, c'est tellement loin de nous encore. Oui, puis on aime tellement ce qu'on fait que la retraite, c'est un lointain désir. Ouais. Alors, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Comment trouver le bonheur quand on a peur de la retraite ». Et j'ai pris ça sur le site boomgeneration.com. L'article a été écrit en fait, par l'équipe de Boom Génération. J'ai hâte qu'on choisisse un autre. Tantôt, tu parlais d'un nouveau nom, mais effectivement, la retraite, des fois, ça a peut-être un côté un peu négatif. Comme ça, on se retire, on ne vaut plus rien, on est comme c'est un peu ça. Oui, c'est pas très joli. Non. Tantôt, j'étais en train de vous donner des statistiques qui proviennent d'ici au Québec. Alors, en 2020, le nombre de bénéficiaires a plus que doublé si on compare à l'an 2000, passant à 1 971 000. En 2000, c'était 936 000. Quand même du monde, la population a vieilli, finalement, c'est un peu ça. Hein? L'âge moyen du rentier a monté à 72 ans,8 et il reçoit sa prestation depuis 11 ans,3 en moyenne. Ouais. Alors, une cinquième peur, tantôt je vous ai nommé ça là, de 1 à 4, maintenant les deux autres qui s'ajoutent. Cinquièmement, il y a le défi majeur de la retraite, qui suis-je? En plus de toutes ces peurs, le début de la retraite crée aussi un bouleversement identitaire. Le retraité débutant s'est séparé de ce qui structurait sa vie antérieure, le travail, car en principe, on trouve un sens à sa vie par le travail. La relation aux autres, inhérente au travail, donne aussi du sens à la vie. Travailler nous donne le sentiment d'être utile à la société. Et la plupart du temps, les gens vous disent « Qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Ça devient notre identité, le travail, c'est souvent ça. Oui, c'est difficile de dire « je fais rien ouais, ». Même d'être retraité, je pense que ça fait mal. Même rentier, les gens disaient ça autrefois, puis ça fait toujours drôle un peu. Ouais. Ouais. Dès lors qu'on entre dans la retraite, tout cela s'évanouit, disparaît, fond comme le sucre dans le café. Le premier et l'ultime défi de la retraite serait donc de donner du sens à sa vie. Dans la vie professionnelle, vous avez un titre, un statut, secrétaire, directrice, professeur, responsable financier, physicienne ou tailleur pour dames, qui vous définit socialement. À la retraite, vous êtes juste retraité, peu importe ce que vous avez fait avant. Retraité n'est pourtant qu'une catégorie administrative. Cette dénomination va masquer tout ce que la vie a fait de vous. Et je peux pas m'empêcher de penser à ceux qui ont des plaques sur leur automobile là, à l'arrière, puis c'est marqué « retraité ». Ça doit être des gens qui sont contents. Oui, non, mais il y en a qui ont, tu sais, comme je disais tantôt, en fait, des gens qui ont travaillé très physiquement. J'imagine comment ils ont leur voyage, puis eux, je peux comprendre qu'ils veulent prendre leur retraite, ils ont besoin de se reposer un peu. Oui. Et la dernière peur, numéro 6, la peur de se laisser happer par un grand vide béant. Si on regarde la déclaration d'une retraitée débutante, elle nous dit « Dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. J'ai une super forme et des tas d'envies professionnelles. Je ne sais pas peindre et je n'ai pas envie d'apprendre. Tenir sa maison et faire le ménage, ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas bricoleuse et je n'ai pas de petits-enfants. Ma retraite, je la vois comme un gouffre qui m'appelle vers le néant. » Pas très encourageant, finalement. Non. Maintenant, s'il y avait une façon optimiste, mais quand même réaliste, d'envisager la retraite. À la retraite, vous devenez votre propre patron. Il suffit de trouver les réponses, vos réponses à ces quelques questions. Il y en a 9. Première question. Quel était autrefois mon passe-temps préféré que j'adorais, mais que je ne pratique plus? Deuxièmement, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire? Vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Troisièmement, quels sont mes talents? C'est-à-dire, quelles sont les activités que je fais avec facilité, sans problème, et qui réussissent presque à chaque fois?
Les activités pour lesquelles je reçois souvent des compliments. Organiser une collecte de vêtements, monter un budget, cuisiner des repas sans gluten, expliquer les maths, faire fleurir votre jardin. Quatrièmement, de quelle personnalité publique, connue ou non, je partage les valeurs? À qui j'aimerais ressembler? Cinquièmement, quelles compétences et savoir-faire pourrais-je mettre au service des autres? Qu'est-ce que je sais qui peut aider les autres? Sixièmement, qu'est-ce que les gens n'aiment pas faire et que moi, j'aime vraiment faire? Oui, ça vient remplir un besoin pour... Ça arrive. Ben oui, ça arrive, puis ça vient aider des gens. Ouais. Septièmement, qu'est-ce que je trouve inacceptable? Dans quelle situation, je pense, quelqu'un devrait faire quelque chose à ce sujet? Je suis autant quelqu'un que n'importe qui. Je pourrais faire quelque chose à ce sujet. Huitièmement, est-ce que j'ai envie d'une retraite hyperactive ou d'une retraite relaxe? Est-ce que j'ai envie d'aider les autres, de me préoccuper seulement de mes proches ou de me rassasier de jours tranquilles? On a le droit aussi de vouloir des jours tranquilles. Oui, bien, ça se peut qu'on n'a pas pu rien faire, puis finalement, c'est le fun. Oui, c'est du cas par cas. Pendant un bout aussi, des fois, ça peut être juste pendant un bout, puis là, la personne a eu le temps de rien faire, puis de se reposer, puis là, peut-être ça lui donne le goût de faire d'autres choses. Hein. Sûrement. Et dernière question, est-ce que je préfère un agenda planifié et super organisé ou quelques activités programmées et le reste comme ça vient? Faire quelque chose que vous aimez, sentir que cela compte, le faire avec des gens que vous aimez et éventuellement être payé pour cela. Voilà une retraite qui s'annonce super bien. En conclusion, ces questions, du moins les réponses que vous allez apporter, vont vous aider à clarifier ce qui pourrait donner du sens à votre nouvelle vie et peut-être, si vous en avez le souhait, vous aider à trouver un apport financier complémentaire. Et ça, je dirais, c'est peut-être un des inconvénients. Les gens, des fois, planifient mal le côté financier parce que si on a besoin d'argent jusqu'à, par exemple, 90 ans, c'est long, des fois, là, de 70 ans à 90 ans, c'est un 20 ans. Il faut quand même planifier correctement. Alors, je pense que c'est un pensée-y bien. Des fois, c'est peut-être, dans le doute, de peut-être réduire les heures ou de faire quelque chose, tu sais, quand même de se garder un petit quelque chose à faire parce que c'est pas trop évident, après ça, des fois, de se retrouver un milieu qui nous convient. Alors, mais merci, Pierre, pour ce sujet-là. Donc, bienvenue, mon cher. L'angoisse de la retraite, j'espère que les gens ont pris plusieurs trucs en note et merci pour ce sujet. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce cette semaine. Alors Pierre, merci beaucoup pour ton travail en régie. Ben, bienvenue, mon cher. Et également pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où tu nous as parlé de l'angoisse de la retraite. Effectivement, c'est une problématique pour plusieurs personnes. Alors, on a appris des choses. Notre invité en début d'émission, Patrick Merrigan, nous a partagé ses 35 ans d'implication en relation d'aide. Il nous a aussi parlé de la ressource perspective communautaire en santé mentale. Notre invité en début de deuxième demi, Valérie Roy, nous a mieux expliqué ce que c'est d'être psychoéducatrice auprès des adultes. Alors, merci à tout le monde d'avoir été à l'émission cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.